Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, beaucoup d'utilisateurs qui ont vu mes vidéos de mixage en temps réel m'ont demandé si je pouvais fournir mon track template que je sors systématiquement à chaque vidéo. Je pourrais le donner, franchement ça me pose aucun souci, mais je pense que ça ne vous rendrait pas service. Utiliser un template qui n'a pas été fait par vous, c'est utiliser un template finalement que vous ne comprenez pas forcément. Et donc, je pense qu'il est plus sain que je fasse une analyse de ce template afin de vous permettre de pouvoir construire le vôtre avec vos outils, vos préférences et votre style. Quel est l'intérêt d'un template finalement? Eh bien, si on refait un petit point d'historique, avant les stations de travail audio numérique, eh bien, les ingénieurs du son réalisaient leur mixage sur du matériel hardware. Et donc, si vous avez déjà vu un studio hardware basé sur du hardware, en photo ou dans la vraie vie, eh bien, vous pouvez constater qu'il y a une console généralement au cœur de la régie, une console 16, 24, 32, 64, X pistes, peu importe. Et souvent, cette console est accompagnée d'un rack contenant plusieurs effets externes ou traitements externes qui sont généralement à gauche, à droite ou derrière l'opérateur. Et ce rack est relié à la console via un patch. Et si vous avez déjà eu l'expérience d'entrer dans ce genre de studio, vous pourrez constater que finalement, le patch, on n'y touche que rarement. Par exemple, sur la console, la tranche numéro 1 est souvent dédiée au kick. Eh bien, vous constaterez que le rack contenant un DBX 160, par exemple, un type de compresseur assez connu, eh bien vous verrez qu'il est systématiquement déjà câblé sur l'entrée 1 de la console qui est dédiée au kick. Et les réglages du DBX 160, du compresseur en question, sont déjà préétablis en fonction du dernier titre qui a été mixé ou sur base d'une espèce de preset que l'ingénieur du son aime retrouver. Et donc finalement, l'idée du template de mixage, c'est un petit peu la possibilité pour les utilisateurs de Reaper ou de DAW, de traditionnel, eh bien d'avoir un peu le même type d'ergonomie, de retrouver directement les choses là où on aime les avoir, avec un point de départ qu'on aime obtenir. Donc mon template, finalement, je le sors uniquement pour ça. C'est pour éviter d'avoir à charger systématiquement les EQ que je sais que j'aime bien utiliser ou le compresseur que j'aime utiliser systématiquement sur tel ou tel instrument. Eh bien, tout est déjà préchargé, tout est déjà préétabli, ce qui me fait gagner énormément de temps et surtout me permettre de consacrer finalement mon énergie et mon attention à la musique, à la texture sonore, plutôt qu'à devoir faire des clics partout et charger des plugins ou tester éventuellement des plugins en fonction du contexte. Voilà donc l'idée du template. Alors, je ne vais pas vous le donner, mais je vais, comme indiqué, eh bien, vous le décrire et vous le décortiquer pas à pas tout au long de cette vidéo. Il est important que vous compreniez qu'il ne faut pas se concentrer sur les presets ou sur tel ou tel type d'outil que j'utilise, tel ou tel plugin, telle ou telle marque, tel ou tel modèle. Ça n'a finalement que peu d'importance. Chaque ingénieur du son, chaque mixeur a ses propres préférences et je vous garantis, en ayant un petit peu d'expérience dans le métier, que en ayant rencontré des personnes que j'estime au plus haut point, qui font du travail absolument extraordinaire, et bien utilisent des outils pour certaines choses que moi, personnellement, je n'utiliserai jamais. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont tort. Donc finalement, le but d'un plugin, le but d'un compresseur, le but d'un matériel quelconque, c'est d'être efficace et de faire ce qu'on attend de lui. Donc si vous avez vos propres habitudes avec tel ou tel EQ, avec tel ou tel compresseur, avec tel ou tel reverb, eh bien je vous en prie, gardez-les. C'est là tout l'intérêt du template. Ne changez pas de type, n'allez pas systématiquement acheter le type de compresseur parce que c'est celui que je vous montre à l'écran. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est vraiment la façon dont vous l'utilisez. Les presets que je vais vous afficher ici ne sont pas des formules magiques, mais simplement des points de départ. Et donc, ça n'a
finalement, recopier tous les presets que vous pourriez voir apparaître dans cette vidéo ne serait absolument d'aucune utilité. Donc voilà, c'est vraiment très important que vous compreniez que l'utilité d'un template n'est pas d'avoir une espèce de méga preset qui va faire sonner tout ce qui passe à travers lui directement bien, mais d'avoir un concept d'utilisation générale où tous vos outils sont finalement réunis au même endroit, là où vous souhaitez les obtenir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par l'architecture qui me semble être pour moi le plus important. On va ignorer ces deux pistes, enfin je vous fais un rapide résumé, c'est juste une piste qui me permet de charger une piste de référence et la piste suivante est simplement une piste séparateur. Et comme vous avez pu le voir dans les vidéos, parfois j'utilise la piste de référence pour faire de l'EQ match sur le master. Le template est donc vraiment contenu de toutes ces pistes. Alors, si vous pointez votre attention ici sur la partie gauche de l'écran, eh bien vous constatez qu'il y a une espèce de hiérarchie. Donc j'utilise finalement les pistes folder de Reaper. Rapide résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Reaper, les pistes de folder de Reaper sont en fait des pistes de sommation pour toutes les autres pistes qu'elles contiennent. Pour ceux qui viennent de Pro Tools ou d'autres DAW qui ne fonctionnent pas avec ce système, eh bien c'est exactement la même chose que de router par exemple toutes les pistes ici, router la sortie de toutes ces pistes vers la piste Submaster qui serait un auxiliaire dans ce cas-ci. Et donc finalement, tous les signaux transitant par cette piste serait acheminé vers celle-ci. Et bien dans Reaper, on peut fonctionner avec des folder tracks, ce qui pour moi est beaucoup plus instinctif et permet d'avoir une structure, je vais dire, en pyramide de votre template. Par exemple ici, vous voyez, je peux n'afficher que le submaster et si j'ouvre, eh bien je vais plus profondément dans ma pyramide. Ici par exemple, donc voilà, je commence avec le sommet de la pyramide, juste le main. Ensuite, j'ai 2 sous-bus dans lesquels je contiens encore des autres bus. Donc c'est le principe de Reaper, c'est d'avoir finalement un fonctionnement en cascade. Donc, quelle est cette architecture? J'ai donc une première piste qui s'appelle main, qui est donc mon master, qui va recevoir la sommation de toutes les pistes en dessous. Ce sous-master contient 2, j'ai envie de dire, bus général, un dédié uniquement aux instruments et un dédié uniquement aux voix. Alors pourquoi j'utilise un instrument et un voix? Pour 2 raisons. La première, c'est que je peux traiter différemment finalement les 2 bus, avec des compresseurs différents, des EQ différentes, et en même temps, grâce aux fonctions de render de Reaper, eh bien, si je sélectionne par exemple All Instruments et All Vocals, et que je vais dans Render, et que je choisis ici Selected Tracks via Master, eh bien, je peux en fait générer 2 fichiers Wave, un contenant tous les instruments et un contenant toutes les voix. Je peux bien sûr également choisir chaque bus individuellement pour faire un export des bus individuels. Alors ensuite, quand on descend, j'ai envie de dire, d'un étage supplémentaire, eh bien nous avons toutes les pistes concernant les bus instrumentaux. Donc, vous constatez qu'il y a finalement un bus par type d'instrument, un bus pour la basse, un bus pour les drums, un bus pour les boucles, pour les percussions, pour les beats, pour les guitares acoustiques, pour toutes les guitares, clavier, synthé, etc. À vous d'organiser en fonction du type de piste que vous avez tendance à manipuler. Et dans le bus vocal, eh bien, j'ai séparé en plusieurs finalement sections la voix principale, là où la voix principale, les harmonies vocales, les voix secondaires, les voix de type screaming et les voix de type gang, donc en groupe enregistrées à plusieurs personnes dans la pièce au même moment. Certains de ces bus contiennent encore un étage inférieur. Par exemple, vous constatez ici que pour la basse, j'ai une piste qui s'appelle basse distorsion. Eh bien, cette piste de basse distorsion est déjà établie parce que lorsque je charge des basses en DI, j'aime leur ajouter une distorsion. Et donc, quand j'importe une basse DI dans mon bus, il me suffit d'envoyer la basse DI dans la basse disto en
en auxiliaire, pré-fader, et j'ai un petit peu l'équivalent d'une duplication de ma piste. Dans le bus drums, eh bien, j'ai une sous-génération par élément de batterie, donc kick, snare, tom, overhead et room. Et dans chacun de ces bus, j'ai également un kick trigger, un snare trigger et un trigger de la room dans le bus des rooms. Je passerai en détail chacune des pistes, ne vous inquiétez pas. Et dans le bus all guitar, eh bien, j'ai un bus pour les lead guitares, ou les guitares qui ne sont pas vraiment essentielles, et 4 bus de guitare différents. Et bien évidemment, comme vous l'avez constaté, lorsque j'ai par exemple une piste ici contenant un fichier audio, voilà, imaginons que ce soit une piste de kick in et une autre de kick out, eh bien, il me suffit de choisir, de sélectionner mes 2 pistes et d'aller les glisser dans le bus concerné, me provoquant ainsi une génération supplémentaire dans ma hiérarchie de bus. Alors maintenant, on va repasser en revue finalement les traitements qui sont posés sur ce template. Et je le répète une fois de plus, ne vous inquiétez pas pour les presets, essayez plutôt de comprendre le pourquoi de la présence des plugins. J'ai également oublié de mentionner certaines pistes qui sont présentes dans cette hiérarchie. Eh bien, dans le bus All Instruments, j'ai 2 pistes de reverb. Donc les pistes ici avec les faders en vert sont des pistes qui en fait sont prévues pour recevoir des entrées auxiliaires. Donc où il n'y a pas de pistes finalement d'items audio qui sont directement chargés. C'est d'ailleurs pour ça que, comme vous pouvez le constater, il y a une enveloppe d'automation volume pré-FX qui est chargée sur chacun de ces bus. Que font ces enveloppes de volume pré-FX ? Eh bien, si vous connaissez un petit peu Reaper, vous devez vous en servir assez souvent. En fait, il y a 2 types d'automation de volume dans Reaper, même 3, mais ici on va juste s'intéresser aux 2. L'automation de volume traditionnelle, donc finalement les mouvements de fader classiques qui concernent le signal qui se passe après la chaîne d'effets, mais également une automation de volume pré-FX, en d'autres termes, une automation du volume de ce qui se passe avant la chaîne d'effets. Et donc on pourrait, dans le cas d'une piste de folder, on pourrait très bien imaginer que l'enveloppe ici de volume pré-FX agisse finalement comme un gain d'entrée de la piste. Et donc vous pouvez constater que toutes mes pistes qui sont dédiées à être des bus de réception de quelque chose, eh bien ont l'enveloppe volume pré-FX chargée, ce qui me permet de pouvoir très rapidement doser le gain d'entrée dans ma piste sans avoir à charger un plugin ou sans avoir à bouger les faders des pistes individuelles. Voilà, c'est une petite subtilité propre à Reaper que j'apprécie fortement. J'ai donc ici, dans le bus instrument, 2 pistes de reverb, une reverb room qui contient un reacomp à l'entrée de la piste, donc le compresseur agit sur le signal qui rentre dans la piste mais avant la reverb, ce qui me permet, vous voyez que l'attaque est totalement fermée, ce qui me permet de pouvoir écraser les crêtes du signal qui va rentrer dans la reverb. Vous pourrez constater qu'avec beaucoup de reverb, celle-ci se comporte beaucoup mieux lorsque les pics, vraiment les petites transitoires super fines sont un petit peu écrasées avant d'entrer. Ça donne un petit peu un côté plus reverb hardware, si j'ose m'exprimer ainsi. En fait, dans une reverb hardware, comme vous rentriez avec du signal audio classique, eh bien, il y avait une espèce de décrétage du signal audio qui se faisait naturellement, alors que dans le cas des plugins, c'est pas le cas. Et donc le fait d'utiliser un compresseur hyper rapide, vous voyez, tout est à 0 ici, à part le release qui est à 100 mais qui n'a aucune importance, mais voilà, j'écrase un petit peu ces pics et ça permet à la reverb de pouvoir respirer un peu mieux. Suivi d'une reverb ici, une reverb de type room, qui sont une simulation de la Bricasti M7. Pour la petite histoire, vous pourrez trouver ces convolutions
gratuitement sur internet. Vous tapez convolution IR Bricasti M7 sur Google, vous trouverez tout ça gratuitement et vous pouvez la charger dans n'importe quel reverb à convolution. Suivi d'un EQ qui ici ne me sert qu'à filtrer les infrabasses qui ne sont jamais utiles, enfin qui sont très rarement utiles dans une reverb, et donc et d'avoir également un EQ chargé au cas où je veux changer un petit peu la couleur de ma room. J'ai également une piste de hall reverb avec le même principe, un compresseur avant. Ici, c'est une convolution de type hall, scoring stage aussi de la Bricasti M7, également suivi d'un Rea EQ. Alors, quelles sont finalement les pistes qui rentrent dans ces deux auxiliaires ? Eh bien, nous avons toutes les pistes instruments sauf la batterie. Et dans la hall, toutes les pistes instruments sauf la basse et la batterie, avec différents volumes d'envoi, voilà un petit peu, et aussi une espèce de presets de base. Tant que je suis dans les reverbs, eh bien je vais continuer. J'ai ici les reverbs qui sont dans mon bus de drums, une reverb room avec toujours le même principe, un compresseur avant, une EQ après, et une convolution chargée, celle que j'aime l'habitude d'utiliser. Une plate snare avec toujours le même principe, un compresseur avant. La reverb de plate, ici c'est une autre, mais n'importe quelle plate fera l'affaire. Notez également ici qu'il y a un très léger pré-delay sur la reverb, donc la reverb agit un tout petit peu après le coup sec finalement, ce qui permet de donner un peu plus de profondeur à la reverb, et également une EQ. Alors je suis dans les reverbs, je vais continuer avec les reverbs. Dans le bus consacré à toutes les voix, eh bien j'ai également des reverbs qui ne sont là finalement que pour recevoir les pistes consacrées aux voix. Il m'arrive cependant parfois d'envoyer certaines pistes d'instruments dans la piste de voix si la chanson m'appelle à le faire. Donc j'ai ici finalement deux reverbs, un delay, un doubleur et un chorus. Quels sont ces reverbs ? Ici, eh bien, c'est une reverb type room, la même je pense que la batterie. Voilà, ici il n'y a pas de compresseur avant parce que pour les voix c'est un petit peu moins important. Et une EQ derrière qui me permet de couper un petit peu la partie médium métallique de la reverb. Le but d'une reverb room comme ceci, donc qui contient finalement la même densité de volume, sauf pour les gangs de la voix. Le but d'une reverb room, c'est de donner un petit peu une sensation d'espace autour de la voix. On ne doit pas forcément entendre la reverb, et si vous avez vu les mix en direct, vous vous rendez compte, on n'entend pas forcément la reverb, mais on a l'impression que voilà, qu'il y a des murs qui viennent de se construire derrière le chanteur, et ben voilà, parce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre toujours le chanteur qui chante pile poil devant notre nez, et donc ça nous permet de donner un petit coup de recul au chant et donner un petit peu d'espace. La profondeur est très importante dans un mix. Deuxième reverb, qui est une reverb type vocal verb. Alors ici, il y a 1500 écoles différentes d'utilisation des reverbs sur la voix. Je vous avoue que mon template évolue sans cesse et que le jour où j'aurai sans doute marre de cette reverb, j'en changerai. Actuellement, c'est ça. Le paramètre le plus important, selon moi, n'est pas le type ni la longueur de la reverb qui finalement peut changer d'un morceau à l'autre, et le type peut changer en fonction de l'humeur. Le paramètre le plus important pour moi est ici le pré-delay que je place systématiquement toujours entre 180 et 200 millisecondes, ce qui donne un peu un effet comme un slapback, pour ceux qui connaissent le slapback echo. Un type de delay qu'on utilise sur les guitares ou même aussi sur les voix, ce qui permet de retarder finalement le signal
presque 200 millisecondes avant que celui-ci passe dans la reverb. Et pour moi, c'est le paramètre le plus important. Et si votre reverb ne vous permet pas d'avoir un pré-delay, eh bien chargez simplement un ReaDelay avant votre reverb, vous mettez en 100% wet et vous mettez un time ici 190 et des, voilà, quelque chose comme ceci, avec tous les autres paramètres qui sont untouched, et ça vous donne l'équivalent finalement d'un pré-delay si votre reverb n'en propose pas. Mais voilà, donc pour moi le plus important, c'est vraiment ce concept de pré-delay qui recule l'arrivée de la reverb, ce qui permet de ne pas rendre, comment je vais dire, trop présente la reverb. Donc votre voix sèche reste toujours au premier plan, et puis la reverb arrive derrière, arrive dans un second temps. Donc il n'y a pas cet effet de, comment dirais-je, de noyade de la voix. Elle reste toujours bien au premier plan, mais elle prend l'ampleur grâce à la reverb. Un delay qui est assez classique, c'est un delay qui est calé à la base sur la croche. Et vous voyez qu'il y a 2 tabs, un qui va à droite et un qui va à gauche. Et je décale le tab de droite de 30 millisecondes, ce qui me permet d'avoir une espèce de delay gauche-droite très léger. Notez également qu'ils sont assez fortement filtrés. Donc le signal qui est retardé n'est pas complet au niveau du spectre sonore, et qu'il y a un très léger feedback pour que le delay finalement continue un petit peu de lui-même. Et ce delay est suivi d'une reverb de type hall. J'aime que les delays ne soient pas trop secs finalement et trop obvious, et qu'ils soient aussi un petit peu fondus dans la masse derrière. Aussi, même principe que sur la voix vocale, il est très probable que dans quelques temps, je change le concept de ce delay quand j'en aurai marre. Un doubleur qui est réalisé grâce au fantastique plugin CMX de choix. Voilà le preset. C'est un preset qui ressemble un petit peu finalement au module Eventide H910, si mes souvenirs sont bons, qui en fait finalement split le signal en 2 parties, le décale à gauche de 7 millisecondes, à droite de 15 millisecondes, et modifie un petit peu le pitch de moins 9 cents sur la partie gauche et plus 10 cents sur la partie droite, ce qui donne une espèce d'image stéréo de la voix qui est assez sympathique, et qui permet à la voix de finalement prendre un peu plus de largeur dans le mix. Dernier effet, eh bien, c'est un chorus. Je pense que c'est un vieux chorus encore en 32 bits de Kyrius Audio. Je pense que j'utilise ce plugin de chorus depuis 1000 ans, et j'ai jamais changé, je sais pas pourquoi. Enfin, il marche, il fait ce qu'on lui demande. Donc voilà, j'aime avoir de temps en temps un petit chorus sur la voix aussi, pour lui donner un petit peu un côté stéréo un petit peu plus fun finalement. Donc voilà pour les pistes auxiliaires, et maintenant on va rentrer dans finalement les traitements. Ah oui, avant d'entrer dans les traitements, vous constaterez que j'ai dans le bus de drums et dans le bus de voix des VCA, VCA qui sont en fait finalement des faders de télécommande qui asservissent leur volume aux pistes esclaves. Donc vous voyez ici que toutes mes pistes, donc mon VCA est maître du groupe vert, et toutes ces pistes-là sont esclaves du groupe vert. Donc ça veut dire que si je réalise une automation, ou si je descends le fader, eh bien c'est comme si je descendais le fader de toutes ces pistes, sans pour autant changer la position des faders présents ici. Si vous n'êtes pas habitué au concept du VCA, vous pouvez tout à fait vivre sans. Dans certaines situations, et notamment pour des automations, c'est assez pratique d'avoir un VCA directement dans la session. Donc j'en ai un pour les voix et j'en ai un pour les drums. Voilà, maintenant on va passer en revue les traitements de chacun des bus. Alors, premier bus, donc le bus main, qui reçoit donc le signal de toutes les pistes, eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme traitement en premier?
eh bien, c'est un stéréo channel de Sleepy Time Records qui, je pense, est un plugin gratuit. Il est mis en mode output, ce qui me permet de simplement doser le gain d'entrée dans la chaîne d'effets, accompagné d'un vumètre. J'aime me caler sur moins 18 dBFS égale à 0 vue. Et donc, ça me permet d'avoir un étage de gain propre juste avant d'entrer dans le limiteur et tout ce qui suit. J'ai également une EQ que j'ai baptisée Mix Curve. Pour ceux qui ne le sachent pas, vous pouvez renommer vos plugins dans vos templates dans Reaper en appuyant sur F2 ici. Voilà, et vous pouvez renommer votre plugin. Ça ne renomme pas le plugin dans l'FX Browser, ça renomme juste la présence de l'effet sur la piste. Et parfois, quand vous construisez un template, c'est bien de vous rappeler pourquoi vous avez mis tel effet. Donc ici, c'est la courbe principale de mon mix. Finalement, j'ai envie de dire presque comme le son que je veux recevoir de ma console virtuelle. J'ai un petit creux ici de 1 dB dans le médium. Très typique maintenant dans les sonorités modernes, on a tendance à avoir des EQ de plus en plus en U avec une ouverture dans les basses et une ouverture dans les aigus. Voilà, et bien j'ai déjà ici finalement ma console qui agit déjà un petit peu et qui me permettra sans doute de moins égaliser le médium sur toutes les pistes individuelles. Et en plus, j'ai ici un double low cut, donc un low cut à 30 Hz. Donc le signal est systématiquement coupé en dessous de 30 Hz avec une pente à 12 dB par octave, donc il est atténué et pas vraiment coupé. Pourquoi 30 Hz ? Parce que il n'y a quasiment aucune enceinte sur le marché qui descend en dessous de ça, donc tout ce qui se passe ici en dessous, sauf en cas de rare cas, mais de toute façon c'est de l'information qui ne sert à rien et qui, à défaut, consomme de l'énergie sur les plugins qui vont suivre ou excite finalement l'ampli de vos monitoring inutilement. Et alors j'ai un deuxième low cut ici qui n'agit finalement que sur la composante side de l'image stéréo. Pourquoi je fais ça ? Eh bien parce que de toute façon les basses fréquences n'étant pas directionnelles, il y a très peu d'intérêt à avoir de la stéréo dans l'infrabasse. Et j'ai même envie de dire, c'est presque recommandé de ne pas en avoir pour tout un tas de raisons liées à la phase et liées à certains supports de lecture. Une instance de source avec un preset, je pense, d'usine que j'ai un petit peu retrafiqué, qui ne fait finalement que d'atténuer certaines harmoniques trop violentes dans le haut du spectre. Pourrait très bien ne pas être présent sur le mix, que ça n'aurait pas beaucoup d'impact. C'est quelque chose qui travaille de façon très très subtile. Une EQ destinée au profil, donc vous l'avez peut-être vu dans certaines vidéos de mix, il m'arrive parfois d'envoyer le signal de la piste de référence dans l'EQ, dans l'entrée sidechain de l'EQ présente sur mon principal, pour pouvoir faire une comparaison d'EQ et donc d'avoir finalement une balance tonale qui ressemble un peu à la piste de référence. Je m'en sers souvent plus comme outil de check que réellement comme outil de traitement. Donc souvent il m'arrive de faire un EQ match juste pour me rendre compte si je suis complètement à la rue ou pas. Parce que voilà, quand on mixe pendant plus de 40 minutes, j'ai envie de dire, on commence à perdre nos perspectives, on entend moins bien les basses, on entend moins certains détails, et surtout, notre crétin de cerveau s'habitue à ce qu'il entend. Donc si vous écoutez quelque chose qui a beaucoup trop de basses, et si vous arrivez juste à ce moment-là, il va vous dire waouh, il y a beaucoup trop de basses, mais si ça fait une demi-heure que vous écoutez quelque chose qui a trop de basses, finalement vous vous en rendez plus compte. Et ce, même si vous avez énormément d'expérience dans le mixage, tout le monde se fait avoir par ce simple concept. Et donc de temps en temps, avoir un reality check, c'est toujours appréciable. Vous pouviez très bien faire ce reality check par simple comparaison A-B, donc vous réécoutez un mix que vous savez qu'il est bien mixé pendant 5-10 minutes, et quand vous revenez, les choses vous paraissent déséquilibrées. Mais dans certains cas, voilà, le fait de pouvoir faire une EQ match est très intéressante. Suivi ensuite du dernier module de ce Submaster, qui est un compresseur typé mastering, suivi d'un limiteur de la société Slate. J'ai très longtemps utilisé un autre type de limiteur
Et dans quelques mois, sans doute, je prendrai encore un autre quand j'en aurai marre de celui-là. Pour l'instant, ce que j'aime chez celui-ci, c'est la fonction Constant Gain Monitoring qui me permet de pouvoir finalement augmenter l'intensité du limiteur tout en gardant le même volume de perception. Et donc, c'est assez agréable pour pouvoir régler finalement le dernier traitement de la chaîne. Sans avoir à s'exploser les oreilles. Pourquoi je mixe dans un limiteur ? Bien, il est évident que si je dois masteriser le morceau par la suite, eh bien, je bypass ce limiteur avant l'export. Il est bien évident que si j'envoie à un ingénieur de mastering, je bypass ce limiteur avant l'export. Mais j'aime mixer dans un limiteur parce que ça me donne une bonne idée de ce qui va se passer et comment le mix fonctionne en réalité réelle, finalement, en terrain normal sur laquelle j'ai l'habitude d'écouter la musique. On écoute de plus en plus de musique fortement limitée. On a été conditionné par ça, et donc c'est vrai que le fait de pouvoir entendre le mix sur lequel on travaille dans les mêmes conditions d'écrasement et de loudness, eh bien ça nous renseigne finalement sur plein de choses. Ensuite, le bus contenant tous les autres bus d'instruments. De quoi est-il composé ? Eh bien, d'un module ici composé de 2 EQ, une EQ qui booste un petit peu le haut médium, c'est une EQ ici très 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 colorée, qui est très riche, qui apporte énormément d'harmoniques, donc il faut y aller vraiment mollo avec ce type d'EQ. Il y en a d'autres sur le marché, des EQ qui sont de cette simulation-là ou très riches en harmoniques. Allez-y mollo, vous voyez ici j'augmente un petit peu à 5000 pour donner un petit peu plus de richesse au médium. Et j'ai également utilisé un plateau ici pour booster tout ce qui est en dessous de 110 Hz. Donc ici, je n'affecte pas tout le mix, mais uniquement les instruments, donc le bus instrument. Constatez également que je coupe également à 30 Hz et que j'utilise ou pas la fonction drive du module. Suivi d'une autre EQ qui est beaucoup plus transparente, beaucoup plus douce, qui booste les extrêmes aigus au-delà de 12 Hz, qui creuse encore un petit peu plus le bas du médium et qui booste à 60 Hz, donc il rajoute une petite bosse dans les basses. Donc si vous voulez, j'augmente encore un peu plus la mix curve que je vous expliquais ici, si ce n'est que là, je ne le fais que sur les instruments et donc j'évite de détimbrer inutilement les voix. C'est pour ça que je place donc ce module ici. Suivi d'un compresseur multibande qui n'agit que sur les basses fréquences et qui, dans le meilleur des mondes, n'agit pas ou très très peu. Le but de ce compresseur, c'est si j'entends des bizarreries dans les basses, mais c'est lui qui va m'en avertir. Et, voilà, s'il commence à mal se comporter, c'est que je suis en train de faire mal mon boulot dans les basses fréquences. Et donc, le fait d'avoir un truc bizarre, ce sera lui qui sera responsable. Et vu le réglage, le seuil auquel je l'ai réglé, s'il n'agit pas, c'est que plus ou moins tout va bien. S'il commence à agir, c'est que je dois m'inquiéter. On a ensuite un leveler qui, pour exactement les mêmes raisons, ne fonctionne pas ou finalement très peu. Il existe le même sur le sub ici, mais vous constatez qu'ils sont finalement réglés exactement de la même façon, si ce n'est que le threshold est différent. Ce qui veut dire que le compresseur voix va agir avant les instruments, et encore une fois, c'est une question de balance presque préétablie. Si j'entends que ce compresseur commence à agir, c'est que j'ai fait quelque chose de mal ici et inversement. Voilà, donc c'est encore une fois des compresseurs qui sont là pas pour fonctionner, mais plutôt pour m'alerter que je fais quelque chose de travers. Suivi d'un autre plugin qui est le Duck from Vocals. Alors ici, vous constatez qu'en fait, finalement, c'est l'entrée auxiliaire du compresseur qui est sollicitée. Donc le compresseur ici n'écoute pas
ce qui se passe dans le bus All Instruments, mais en fait, il écoute ce qui se passe dans le bus All Vocal, ce qui, vous constatez, est envoyé vers le 5-6, et l'entrée sidechain est ici choisie au 5-6. Plus la voix va chanter fort, et si cette voix dépasse le threshold, eh bien ça va appliquer une réduction très légère sur tous les instruments. Vous voyez ici que le ratio est excessivement faible, avec un nid aussi un petit peu léger, et une RMS size de 50 millisecondes. Donc le compresseur ici n'est pas fait pour faire du ducking complet. Et je pense que dans le maximum de sa réduction, on doit arriver à 0,5, 0,8 de réduction. Donc vraiment, le but, c'est de permettre à la voix de temps en temps de dire je me fais ma petite place et je descends un petit peu le volume général des instruments. Ça permet à la voix finalement de dominer un peu plus le mix. Et j'ai ici un autre plugin. Vous voyez, je pense qu'il n'était pas présent quand vous avez vu je change de temps en temps. J'ai fait un mix ce matin et le compresseur ici ne me convenait pas, donc j'ai pris un autre que j'ai laissé en online. Eh bien, c'est un autre type de compresseur de bus, voilà, qui est légèrement différent de celui-ci dans sa couleur sonore. Et je le mets en mode offline, comme ça il n'agit pas, il est juste là au cas où j'en ai besoin. Alors, on passe ensuite à la babasse. Donc d'abord l'auxiliaire, eh bien, il est simplement composé de ce plugin, qui est un plugin de distorsion. Et avant la distorsion, il y a simplement un EQ à 186 Hz exactement, mais peu importe, et qui est une pente raide à 36 dB par octave, et vous pouvez constater que l'EQ est en mode phase linéaire, donc ça veut dire que ici la coupure n'implique pas de rotation de phase, ce qui me permet de garder une phase intacte par rapport aux autres pistes qui seraient dans ce bus. Comment la basse est-elle traitée ? Eh bien d'abord une EQ avec des points placés déjà de façon, comme je vous ai expliqué, où je sais que je vais avoir généralement besoin de ces points-là. Donc quels sont ces points ? Une EQ très large qui augmente les médiums. Il n'y a jamais assez de médiums dans la basse, surtout sur les mix très chargés avec des guitares en disto, avec des synthés partout. Il faut que la basse puisse un petit peu se faire une place dans les médiums. Donc souvent, très très souvent, il faut booster. Un coupe haut au cas où c'est nécessaire. Un petit boost dans le sub, parce que souvent les basses enregistrées en DI ou avec des amplis qui ne profitent pas d'une pièce à l'acoustique parfaite, manque de sub, ou tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de sub dans l'instrument lui-même, un petit boost dans le sub. Ici, une EQ un point d'EQ qui est prêt pour augmenter les basses, donc le corps, ou le diminuer en cas de besoin. Et ici, un trou qui est réglé, pourquoi à 67 Hz parce que c'est souvent là que les kicks, la plupart des kicks 22 pouces, ont une fréquence fondamentale propre, donc vraiment le corps du kick a vraiment une fréquence souvent bien nette, et les kicks de 22 pouces, ceux qu'on rencontre le plus souvent, sont souvent accordés dans cette gamme de fréquences, et souvent leur fondamental est à entre 60 et 70 Hz. Et donc j'ai déjà un trou ici qui me permet de laisser la place au kick. Et au besoin, bien évidemment, je peux accorder cette fréquence. Un autre compresseur multibande avec 3 points. Ces 2 points-ci fonctionnent finalement, je vais dire, de façon mutuelle. En fait, c'est une espèce de compresseur qui me permet de aplanir un petit peu la courbe de réponse des basses. Si on regarde un analyseur de spectre, souvent les basses en DI ont une espèce de courbe en réponse comme ça avec une grosse bosse et puis ici une petite bosse. Et souvent la grosse bosse elle est vraiment trop importante, et si vous baissez le son de la basse, vous n'avez plus la bosse. Donc votre mix sonne enfin un peu moins boueux. Malheureusement, vous n'entendez plus la basse. Et si vous augmentez la basse, vous avez de nouveau le mix qui est fort boueux. Et donc ce plugin me permet finalement de
d'augmenter un petit peu encore les infras et de descendre la partie boueuse du son de basse, celle qui prend souvent le plus de place dérangeante dans le mix. Et donc ça sert un petit peu à aplanir le tout pour redonner un peu plus de vie au sub et un peu moins de vie au corps. Suivi d'une autre bande qui permet d'atténuer les bruits de doigts, d'onglets et les claquants souvent présentes, les frettages, les frises présentes sur les basses. Suivi ensuite du rack ici présent. Alors un petit module de préampli type Enive. Ça, c'est un petit caprice. C'est hyper subtil, mais je trouve qu'en ajoutant encore un petit peu de distorsion à la basse, et surtout ce type de distorsion en particulier, il existe des dizaines de simulations de son Nive, mais c'est vrai que la caractéristique du Nive, c'est qu'il apporte des harmoniques supérieures, mais également une espèce de subtile harmonique inférieure, et je trouve que systématiquement, quand une basse passe par un module Nive, elle sonne mieux. Donc voilà, c'est uniquement la présence, on pourrait s'en passer, mais voilà, je l'ai à disposition, c'est pour ça que je l'ai mis. Un compresseur de type 1176, grand classique pour la basse, avec le release très souvent à fond, sauf si vraiment le tempo devient vraiment trop agressif et qu'on entend plus de bruit que de notes. Alors à ce moment-là, je réduis un petit peu le release. Ça sert à rien de taper trop fort dans un compresseur. Souvent, je vois des gens qui mixent et qui ont l'aiguille qui est en permanence là. Même si c'est un très bon compresseur, et même très sincèrement, si c'est un compresseur hardware, quand il plie comme ça, il sert plus de compresseur, il sert de boîte à distorsion. On a des milliers d'outils de distorsion. Dans ce cas-là, utilisez vraiment une distorsion. Donc voilà, ici le but c'est vraiment de calmer la dynamique, surtout la micro-dynamique de la basse. Et donc voilà, je vise généralement le milieu entre 3 et 5 dB de réduction. Et je dose l'attaque en fonction des besoins. Ici, un module d'EQ très très coloré qui a un plateau à 35 Hz. Alors c'est une courbe très 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 douce. Donc en fait, quand je booste ici à 35 Hz, eh bien, si on reprend notre analyseur de spectre, vous n'avez pas quelque chose qui fait comme ça, mais quelque chose qui se passe ici, qui va jusqu'à presque 600 Hz, mais avec une pente très 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 douce. Ça me permet finalement de augmenter encore les subs de la basse au besoin, accompagné d'une autre EQ qui, elle, fait l'inverse, qui est plus clean et plus directe, qui coupe aux alentours de 100 ou 200 Hz en fonction des besoins. Et donc, comme je booste très fort avec une EQ en pente courte et que je refais un petit creux aux alentours de 100 Hz ou 200 Hz, eh bien, ça me donne en résultat une espèce de courbe à la Pultec, quelque chose comme ceci, pour ceux qui connaissent l'EQ Pultec. Voilà, c'est un son assez caractéristique de ce genre d'EQ qui est assez sympathique et qui fonctionne finalement bien sur les basses. Alors je pourrais utiliser une EQ Pultec, je l'ai fait par le passé, mais voilà, la combinaison de ces deux EQ finalement me donne plus de possibilités. Si j'ai pas besoin de sub, je n'ai pas besoin de booster ce bouton-là, et j'ai pas besoin d'atténuer celui-ci. Par contre, j'ai deux EQ complètement différentes à disposition pour pouvoir sculpter le son de ma basse. Un distressor qui est en mode opto, donc ici en mode opto, attaque 10 pour être en opto et release 0 pour être en opto, avec juste une réduction qui reste dans le vert. Donc c'est un type de compresseur beaucoup plus lent que celui-ci, qui permet de garder la base finalement, le seuil RMS, le volume RMS, le volume perçu de la basse plus consistant. N'importe quel compresseur un peu lent peut prendre place de celui-ci. Le Revival, qui est un générateur d'harmonique, beaucoup utilisent le module de Waves, le Airbass ou je sais plus comment il s'appelle, je l'ai aussi, mais voilà, comme j'ai ce module-là, j'ai chargé ici, et un simple trim qui me permet de réajuster à 0 VU en sortie de piste. On passe à la batterie, le bus d'abord, composé de trois modules, un compresseur classique, une simulation de SSL avec une attaque très ouverte et un release très fermé. Il m'arrive dans les cas de musique hyper agressive où la batterie est très 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 intense de passer l'attaque en mode hyper rapide pour casser vraiment les transitoires.
Mais en règle générale, il est préétabli comme ça, et je ne fais que doser le threshold. Notez que le ratio est ici très faible, et je ne fais que doser le threshold pour avoir juste un tout petit peu de réduction et de gonfler un petit peu le son, lui donner un petit peu plus de punch. Ça doit rester discret un compresseur de bus, selon mon principe, ou sinon vous déséquilibrez complètement la balance que vous avez faite. Une EQ avec aussi les points placés là où on en a le plus souvent besoin. Donc dans un mix de batterie, le bas médium n'est pas très important, donc je peux me permettre de le couper. Et également ici, aux alentours entre 90 et 200, en fonction de votre caisse claire et de votre basse, eh bien je fais un petit creux pour permettre justement à la basse, de ce qu'on parlait tout à l'heure, la zone de la basse qui a tendance à sonner très fort, eh bien, d'avoir un petit peu plus de place. Ensuite, un clipper. Il y a des dizaines de clippers différents. Dans la musique moderne, avec des masterings de plus en plus forts, il devient presque essentiel et indispensable de clipper les drums avant d'aller taper dans un limiteur, ou sinon votre limiteur n'agit vraiment que sur vos batteries et ça devient totalement inaudible. Et donc j'utilise un petit clipper pour booster le volume général de la batterie et décréter très légèrement les crêtes qui dépassent. Nous avons ici le bus New York, dont je n'ai pas encore parlé. Donc c'est un bus de compression parallèle qui reçoit les signaux du bus de kick, du bus de snare, des toms et un petit peu des overheads et des rooms. Alors quel est le but de ce compresseur ? C'est un compresseur en parallèle, je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Donc pour ne pas avoir à compresser comme une brute chacun des éléments individuels, il est parfois de bonne loi d'utiliser un bus qui procède un petit peu comme une reverb, donc en wet dry, donc un bus où la batterie c'est 100% compressée, que vous pouvez alors redoser en parallèle de votre batterie sèche, ce qui vous donne plus de corps à votre batterie. J'utilise exclusivement et toujours ce plugin là par habitude. Il est en mode all button, donc c'est une simulation 1176. Donc un compresseur de type FET, donc très rapide, très rapide, et cette version de 1176 est même plus rapide que la version originale, elle descend jusqu'à 0,5, 5 microsecondes. Donc c'est vraiment le moindre sample est écrasé directement. Il est en mode all buttons, et donc le principe ici, vous voyez ici également que le détecteur ignore un tout petit peu les infras. Le release est également hyper rapide, et donc le but c'est vraiment d'écraser vos batteries pour donc couper un maximum les attaques et en faire ressortir un maximum de sustain des fûts. Donc ce qui fait le vrai son d'une batterie. Ça aussi, c'est quelque chose quand on regarde des tutoriels sur le net, il y a beaucoup de gens qui se trompent un petit peu en systématiquement n'ajoutant de l'attaque et de l'attaque et de l'attaque aux batteries. Alors ouais, c'est vrai que quand une batterie a beaucoup d'attaques, c'est assez impressionnant. Mais ce qui fait le vrai son d'une batterie, ce qui donne son impact dans le mix, c'est également et surtout le sustain. Plus une batterie va avoir de sustain, plus elle va avoir facile à s'imposer dans le mix et avoir ce côté hyper gros, large et puissant. Et donc, en utilisant ce type de compression hyper rapide, vous écrasez les transitoires et vous faites remonter naturellement le sustain, et donc votre batterie a beaucoup plus de corps. N'y allez pas trop fort. Je vois certaines personnes qui font de la compression parallèle où encore une fois le compresseur reste bloqué systématiquement à fond. Il n'a pas le temps de respirer, donc il ne fait pas son travail. Donc le but c'est vraiment d'écraser au maximum et surtout d'insister sur la caisse claire et les toms. Pour le kick, je suis toujours partisan de ne pas envoyer trop de kick dans le bus parallèle, parce que sinon vous avez un kick qui devient qui colle presque aux enceintes, il prend la majorité de l'énergie des cartons des enceintes, et quoi que vous faites, il a toujours l'impression de sonner trop fort. Donc les réglages essentiels de ce type de compression sont le release, éviter d'avoir trop de distorsion à cause d'une release trop rapide, et bien évidemment le mix au sein de votre du bus même qui rentre dans le compresseur. Souvent j'ai tendance à réduire le kick si vraiment celui-ci devient trop impactant, et j'essaye d'obtenir finalement un mix presque naturel, j'ai envie de dire,
dans le bus de compression parallèle. Et une fois que ce bus de compression parallèle est établi, eh bien je monte doucement le fader pour arriver à obtenir cette épaisseur supplémentaire de batterie. On arrive au bus de kick, donc dans laquelle je place toutes mes pistes de kick in, kick out, kick sub, etc. si jamais il y en a plusieurs. Et j'ai également une piste de kick prévue pour recevoir un signal audio qui va me convertir ce signal audio en un sample. Voilà, qui est ici le kick 10. Il m'arrive de changer le sample en fonction des besoins du morceau ou de tuner en fonction des besoins. Très important lorsque vous triguez, de vérifier toujours la polarité de votre trig par rapport aux pistes originales. Le bus de kick, de quoi est-il composé ? Eh bien, d'une EQ avec des points préétablis. Donc, souvent, l'effet de proximité du micro fait qu'on a trop d'infrabasses dans le kick. Et donc, on a des basses qui finalement ont une dynamique totalement incontrôlable. Le fait de pouvoir les atténuer un peu aide souvent. Un trou ici dans la partie la deuxième harmonique du kick, qui dans de nombreux styles n'est pas très pertinente. On préfère avoir un kick bien bassu avec beaucoup de subs plutôt qu'un kick plus carton. C'est pas le cas dans le jazz, c'est pas le cas dans plein d'autres styles, mais dans les styles que j'ai tendance à mixer, mais souvent je fais un petit creux ici, ce qui permet aux basses du kick d'être plus belles et surtout, encore une fois, de me laisser un peu plus de place à ma basse. Une atténuation dans la partie bas médium du kick qui est souvent qui sonne souvent très mal, enfin qui n'est en plus vraiment pas pertinente dans le son d'un kick, et une petite coupure ici parce que souvent les micros qui sont, enfin les kicks qui sont enregistrés avec des micros de proximité, je crois que je l'ai marqué dans une vidéo, on a souvent une espèce de fausse attaque comme ça, une résonance qui est propre à chaque micro, qui est toujours entre 2000 et 8000 Hz, où on entend vraiment l'attaque qui fait une espèce de couc, enfin un son hyper désagréable, et que j'aime souvent couper pour avoir finalement des aigus moins piquants dans le kick. Et un coupe haut au cas où les cymbales repisseraient trop, et puis de toute façon, les kicks ne vont généralement pas aussi haut, donc c'est toujours bien de pouvoir se faire de la place. Une autre chaîne de traitement sur laquelle je vais passer très rapidement, eh bien un module de préampli au cas où je souhaite ajouter de la distorsion au kick. Allez-y mollo avec la distorsion sur le kick. Souvent ça provoque un effet de résonance comme ça, il se passe quelque chose d'assez bizarre dans les basses. Et donc c'est vraiment dans les tempos assez lents ou quand je veux vraiment avoir une coloration typique sur le mix que je m'en sers, ou sinon généralement je ne m'en sers pas. Une gate, je vous explique pas ce que fait une gate. Encore une EQ type SSL, j'adore le son SSL sur les kicks, je trouve que particulièrement le bas médium, ce module vert sur tous les EQ SSL, lorsque vous coupez dans la zone entre 200 et 300, ça donne vraiment ce côté très moderne. Pour ceux qui connaissent vraiment le son Andy Wallace, j'ai envie de dire, des kicks. Un compresseur type VCA aussi. Pour l'instant, j'utilise celui-là, j'en utiliserai certainement un autre. Encore une fois, n'éclatez pas vos kicks par surcompression. Je vise généralement le milieu ici avec une attaque assez lente et un release assez rapide. Le transformer ici n'est pas actif pour préserver la majorité des transitoires. Un éventuel distressor en mode parallèle si le besoin m'en dit et si le bus de compression parallèle ne fonctionnerait pas sur l'entièreté des mix. Et de nouveau un trimmer. Alors ici j'ai en effet de réserve un transient designer. Quand le tempo est très rapide sur un morceau ou que le batteur joue beaucoup de grosses caisses, il est parfois opportun de diminuer un peu le sustain. Alors je sais que c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce que j'ai dit, mais diminuer le sustain sur les kicks, ça permet aux extrêmes basses fréquences qui sont généralement assez lentes d'être un peu plus calmes et de ne pas occuper finalement toute l'énergie du mix à elle seule. Et j'ai également un expander, donc encore une fois le Pro MB, qui ici est utilisé en mode sidechain, donc le compresseur écoute ce qui se passe dans cette zone-là, autour de la zone propre au kick, et donc diminue de base les fréquences hautes, et finalement n'augmente
les fréquences hautes de façon très rapide seulement quand le kick frappe, ce qui me permet de pouvoir éliminer la repiste des cymbales ou du charlet éventuellement quand elle est trop présente. La piste de snare avec des points d'EQ déjà établis, donc un coup bas, les snares ne descendent pas en dessous de 100 Hz pour la plupart, donc inutile, on peut couper. Avec des points, donc le point ici qui est réservé déjà pour augmenter ou diminuer vraiment le corps, l'attaque, enfin vraiment le bouc de la caisse claire. Un deuxième point pour aller chercher souvent le ping. Il y a de temps en temps une résonance dans la deuxième harmonique assez perturbante. Le point est déjà placé. Un petit écrasement au niveau du médium sec de la caisse claire, souvent le côté métallique qui peut être parfois très, très dérangeant, et une petite coupure sur le haut médium, parce que beaucoup de caisses claires actuellement sont enregistrées où le micro est tellement proche que l'attaque de la caisse claire fait presque mal aux oreilles. Et donc souvent, je dose un petit peu comme ceci, je prends tous mes points et je regarde comment la caisse claire se comporte en diminuant tous ces points, et puis j'affine en fonction des besoins. Je préfère personnellement pour les caisses claires atténuer plutôt que d'ajouter, parce que vous allez voir qu'il y a vous pourrez voir dans beaucoup de mixeurs qui ont tendance à... je vais charger une EQ supplémentaire ici. Lorsqu'ils mixent une caisse claire, ont tendance à faire quelque chose comme ceci, une espèce de grosse EQ en U, qui donne finalement à peu de choses près le même résultat que moi, mais je préfère diminuer plutôt que de booster. Je trouve que ça sonne plus transparent. Un transient shaper, qui est plus ou moins l'équivalent de ce qu'on a vu sur le kick. Ici, à contrario, sur la caisse claire, j'ai tendance à faire l'inverse, et donc diminuer l'attaque, qui est souvent très exagérée du fait du 57 ou du micro qui est pointé sur le bout de la baguette, et rajouter un peu de sustain, parce que souvent on rencontre des caisses claires accordées un poil trop tendues, et donc qui manque un petit peu de sustain, et donc voilà, ce module est très pratique et fonctionne très rapidement et très efficacement. Avec ensuite de nouveau un rack, donc de la distorsion au cas où je veux écréter un petit peu, une gate, une EQ type SSL, avec finalement presque les mêmes points ici qui sont déjà placés, mais avec une autre type de coloration, un autre compresseur VCA, avec aussi une attaque très lente et un release assez lent. Pareil, le même principe, je ne passe pas... je dépasse rarement 5 décibels de réduction. Aussi un distressor en mode parallèle au cas où le bus de New York ne fonctionnerait pas. Et un trimmer, suivi du même Pro MB que sur le kick, donc qui me permet également de supprimer le bleed du charlet et des cymbales. Les toms, on va passer rapidement dessus, je pense que c'est les éléments d'une batterie les plus faciles à mixer. Donc premièrement, souvent, je fais un strip silence directement sur les items, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos. Donc, je coupe tout le contenu audio en dehors juste des attaques des toms. Et ensuite, je fais une EQ typique où on réduit la partie carton, du tom qui est souvent très très exagérée. Couper les infrabasses, couper les extrêmes aigus qui ne sont pas utiles. Et ensuite, plus ou moins le même module que sur le kick et la caisse claire. Voilà, avec une distorsion, une gate, une SSL, une EQ colorée en tout cas, un compresseur VCA et éventuellement un compresseur parallèle déjà préétabli. Les overheads, partie très importante. Alors avec un plugin que j'adore qui est le Soos, qui me permet d'éliminer les résonances qu'on entend très souvent également dans les prises de son. Quand le préampli est un petit peu trop poussé ou que le micro est un petit peu trop près des cymbales ou que le micro n'est pas forcément de bonne qualité ou que sais-je, ou que les cymbales ne sont pas de bonne qualité, on a souvent une espèce de résonance et de bruit criard entre 2500 et 8000 Hz. Alors avant que Soos ne soit dans mes outils, je m'amusais à créer des espèces d'EQ comme ça pour éliminer ces fréquences. Et puis j'ai découvert ce fantastique plugin qui fait ça automatiquement avec un seul bouton.
C'est formidable, enfin, on peut vraiment adoucir le son de prise d'overhead grâce à ce plugin. Une EQ avec aussi des points déjà préétablis. Alors un coupe bas qui est en 6 dB par octave, donc qui est très doux, réglé ni trop ni trop peu en fonction. Donc si la batterie a été enregistrée dans une bonne pièce où les basses sont logiques, j'ai envie de dire, donc qu'ils ont une réponse en dynamique assez logique et on n'entend pas que c'est un complet bordel. Alors j'ai tendance à laisser de couper très légèrement le bas et de laisser quand même je vais dire, la partie réservée à la snare dans le mix des overheads. Si jamais c'est pas le cas et que c'est une batterie enregistrée dans une toute petite pièce avec des résonances complètement chaotiques, j'ai tendance alors à ne garder que les cymbales dans le son des overheads, avec ici déjà un petit creux, si besoin on est, dans la partie vraiment très métallique des cymbales, et deux points d'EQ qui finalement finissent le travail de sous, donc de réduction de cette partie très, très criarde des cymbales. Ensuite, de nouveau un rack avec une distorsion, une EQ type SSL, un compresseur VCA qui est cette fois-ci réglé en très rapide, donc il va aller capter finalement toutes les pointes des fûts et particulièrement de la caisse claire pour augmenter encore un petit peu la sensation de sustain sur l'image de la batterie. De nouveau un module en mode parallèle si jamais New York fonctionne pas, et un trimmer. Room avec une piste déjà établie, donc il m'arrive souvent de dupliquer la piste de snare top du mix et de venir placer l'item ici sur ce trigger. Ce trigger me déclenche alors un son les micros room d'une caisse claire, ici en l'occurrence la snare 12A. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que souvent dans le son d'une room, le plus intéressant et le plus important c'est la caisse claire, et c'est pas rare de rencontrer des prises de son room où on entend beaucoup de cymbales, beaucoup de kicks et très peu de caisse claire. Donc le fait d'avoir un trigger, ça permet d'avoir des rooms qui sont un peu plus réveillés. Qu'est-ce que j'applique à ces rooms? Eh bien, un sous pour les mêmes raisons que l'overhead, sauf qu'ici j'y vais cordialement pour presque des fois éliminer finalement les cymbales de la room. Je trouve que les cymbales dans une room ne sont pas toujours pertinentes, sauf style à part. Une EQ qui coupe les infrabasses, qui coupe les parties métalliques du son et la partie aussi très agressive dans laquelle on retrouve le crack de la caisse claire et surtout les cymbales. Donc voilà, on creuse un petit peu cette partie-ci. Une simulation de console pour donner un peu plus de distorsion, un peu plus d'attitude en mode ici à lampe, mais ça m'arrive de changer, ça m'arrive aussi de virer complètement, et une compression type 1176 assez classique pour des rooms où on modifie parfois l'attaque avec l'attaque hyper rapide, où on laisse passer un petit peu les transitoires en fonction de ce qu'on veut, et on écrase un petit peu les rooms pour donner l'impression que la pièce est plus grande. Et ensuite, ici une petite astuce. Donc j'ai une gate qui est en mode expander ici, donc je laisse passer moins 9 dB du signal de base, et la partie gatée du signal est augmentée de 0 est à 0, donc 9 dB plus fort, donc ce qui donne une sorte d'expansion. Et cette gate est en mode sidechain et reçoit le signal depuis la piste de caisse claire, ce qui veut dire que le signal est atténué toujours de 9 dB, et lorsque la caisse claire joue, eh bien, le signal réaugmente de 9 dB, et ce qui me permet alors en fait finalement d'avoir la caisse claire qui est plus dominante dans les rooms. Regardez la vidéo sur le mixage du métal, je pense que je me sers particulièrement fort de ce concept. Voilà pour la batterie. Alors les 3 bus ici sont des bus dédiés aux boucles, aux percussions, aux beats. Je vais les passer très rapidement dessus parce que en fait les 3 modules qui sont exactement les 3 mêmes modules que sur le bus de batterie. Pour les mêmes raisons, ce sont des percussions après tout. Guitare acoustique,
Une EQ pour nettoyer en cas de besoin. Vous voyez ici que j'ai juste un coupe-bas préétabli, et puis en fonction des besoins, j'ajoute des points ou pas. Un module de saturation, une gate, je ne sais pas pourquoi elle est là, un coupe-bas, un coupe-haut, un module d'EQ assez coloré, un compresseur classique. Avec, il n'y a vraiment pas de presets. Là, c'est vraiment dire j'ai mon rack qui est prêt et voilà. Il n'y a aucune explication particulière aux presets, si ce n'est celle que je vais expliquer pour les guitares électriques qui peuvent s'appliquer également aux guitares acoustiques. Bus de toutes les guitares. Alors, que contient ce bus ? Eh bien, une EQ générale qui filtre le haut, qui est souvent très peu pertinent dans le son des guitares, et l'infrabas, qui est souvent aussi très peu pertinent. Une petite atténuation dans cette partie-là qui est souvent surreprésentée à cause du close miking et qui en même temps me laisse un peu place à la basse. Un point ici qui est là au cas où j'ai besoin de calmer un petit peu le côté pré-nasal criard d'un ampli. Et un point ici au cas où j'ai besoin de calmer le côté criard résonnant des sons des guitares. De nouveau, un module de saturation, un filtre coupe haut, un filtre coupe bas, pour lequel vous avez vu, si vous avez vu mes vidéos, je booste la résonance au maximum. Donc je provoque une espèce de courbe qui fait comme ceci, pour vraiment entendre où agit le filtre. Je choisis ma fréquence, là où les basses sont le plus pertinentes, et je reviens à une résonance classique. Pareil pour le haut. Et de nouveau, un compresseur, ici, une compression des guitares, peu importe le compresseur, généralement, surtout quand les guitares sont saturées, peu importe le compresseur, peu importe ses réglages, le but c'est de contenir un petit peu toutes les guitares ensemble. Regardez, vous voyez d'ailleurs que le ratio est très faible. Un VCA de guitare, au cas où j'en ai besoin. Le bus des lead guitare avec un sous qui me permet d'atténuer certaines résonances, si jamais c'est le besoin. Un délai, souvent les solos de guitare sont toujours plus jolis quand il y a un délai. Mais le délai, voilà, il est calé à une croche et demie et 3 croches à droite, avec un léger feedback et un très fort filtre. Un flanger, si besoin. Et une EQ qui me filtre encore une fois l'extrême bas et l'extrême haut. Sur les guitares fortement saturées, il est toujours important de bien filtrer le haut pour tuer ce bruit propre aux guitares saturées. Sur chacune des pistes de guitare de 1 à 4, j'ai les mêmes modules qui sont préétablis. Un sous avec un autre réglage que celui par défaut qui m'atténue un petit peu les résonances parfois du bas médium et plus les résonances du médium. Un module de disto, une gate éventuelle, les mêmes coupe haut et coupe bas et coupe haut, une EQ qui me permet, j'ai déjà les points qui sont pré-réglés, donc la partie haute du spectre, la partie centrale, le bas médium et les basses. Voilà, les boutons sont placés comme ça, mais ça n'a aucune importance. Ils ne restent en général pas comme ça. Et voilà, mais ils sont juste placés déjà là où finalement il y a le plus d'influence dans le son en général dans les guitares. Même compresseur que pour tous les autres. Sur les 3 autres pistes de guitare, c'est exactement les mêmes modules. Ici, nous arrivons dans les claviers. Alors, une EQ ici avec surtout le point essentiel, donc le traditionnel coupe bas, avec ici le point essentiel. Vous constatez que je réduis de 3 dB la partie mid de la composante stéréo et je compense par booster de 3 dB la partie side. Ce qui me permet finalement de faire transiter l'énergie présente dans les claviers du centre du mix vers les côtés. Pourquoi ? Parce que le centre du mix est très occupé par le kick, la caisse claire, la voix, la basse,
Et souvent, les claviers n'ont pas forcément besoin de nourrir le centre du mix. C'est souvent des choses qui sont là pour un ornement. Et donc, le fait de pouvoir dévier une partie du spectre sur les côtés me donne une espèce de creux dans leur son, sans pour autant les appauvrir. Et donc, je récupère de l'énergie au centre de la stéréo et je la décale sur les côtés. Faut y aller mollo avec le gain pour ne pas déphaser non plus, mais c'est une technique qui marche franchement assez bien. Un compresseur au cas où besoin, pas m'éterniser sur le sujet, c'est juste un compresseur en mode glue. Quand vous mettez un compresseur 10 et 100 et 4 de ratio avec un petit genou, si vous ne dépassez pas 3-4 dB, globalement vous pouvez jamais vous tromper, quoi. C'est une espèce d'effet, voilà, je retiens le trop plein de dynamique de façon assez naturelle. Simulation de console, un compresseur en mode opto, une EQ au besoin, aussi avec des points, un point dans les basses, dans l'extrême bas, parce que certains claviers vont parfois chatouiller là où le kick a besoin d'énergie, un point dans le bas médium, un point dans le haut médium et un point dans les aigus. Voilà. C'est déjà placé, ne cherchez pas à comprendre pourquoi à ces fréquences-là, c'est vraiment déjà plus ou moins placé, et pour avoir tout sous la main. Le bus des synthés qui, je pense, est identique. Voilà, même concept. Je pense que c'est le même concept sur tous les bus qui suivent, à part peut-être le bus whoosh. Donc les whoosh, c'est pas des instruments, c'est souvent des effets spéciaux, qu'on met des cymbales renversées, des drops d'infrabasse, des bruits qui ne sont finalement pas musicaux et qui servent à améliorer les transitions. Donc ça, c'est vraiment un bus où je mets tous ces genres d'effets-là dans le même bus, comme ça je sais que j'en ai un pour ça, et puis c'est terminé. Et voilà, il y a juste une EQ et un compresseur dessus, peu d'importance. On arrive à la dernière partie, enfin, qui est le bus de toutes les voix, donc avec ici juste une simulation de console et un enhancer d'harmonique au besoin, si je veux rendre les voix plus brillantes, j'ai ce potard-là ici à disposition. Un compresseur type Varimu, donc un compresseur très très lent, qui n'est pas en mode stéréolink. Donc il agit différemment sur le côté gauche que sur le côté droit pour, lorsque je panne des voix gauche-droite, et bien que ça ne perturbe pas l'image stéréo en cas d'un mode en stéréolink. Encore une fois, ce plugin, il agit, enfin ce compresseur, il agit vraiment de façon très gentille. Ça permet de donner un petit peu une espèce d'effet glue, un effet de groupe à toutes les voix. Celui-ci, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et j'ai en réserve, ça aussi je pense que je viens de le rajouter, ce plugin qui est plus ou moins l'équivalent de celui-ci, mais avec une autre couleur sonore, le cas échéant. On arrive au bus de voix en particulier, avec une EQ. Donc très très souvent, mais pas tout le temps, mais souvent on peut se targuer de couper les infrabasses et les basses dans une voix qui sont souvent inutiles. Un point dans le bas médium pour couper de temps en temps l'effet de proximité. Celui qui est actuellement sur ma voix là que vous entendez, ma bouche est littéralement à 1 cm du micro, donc il y a beaucoup trop de basses. Et donc souvent couper dans cette fréquence, cette zone de fréquence permet de libérer un peu cet effet de proximité. Un point pour gérer la nasalité, un point pour gérer comment oserais-je dire ceci, les mauvaises prises de voix. Souvent c'est une zone très très sensible quand le choix du micro n'est pas bon, ou que le chanteur force trop sur sa voix, ou qu'il y a un mur ou quelque chose de résonnant à proximité, une porte, une vitre ou quoi que ce soit. On a souvent des résonances assez étonnantes dans cette zone de fréquence, et on entend vraiment la couleur du micro ou la couleur de la pièce ou la couleur de la voix qui est fortement exacerbée dans cette zone-là. Et donc j'aime toujours mettre un point qui coupe, et puis une légère augmentation dans les aigus si besoin, pour redonner un peu d'air et de liberté à la voix.
un virtual mix rack avec une simulation de préampli au cas où je veux donner un peu de grit, une gate utilisée très rarement, un compresseur de type lent qui ressemble un peu au type de compression qu'on peut obtenir avec un LA2A, enfin tous ces compresseurs très 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 lents. Voilà, qui a un son vraiment particulier, qui fonctionne ou qui fonctionne pas. Vous l'entendez directement quand ça fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai un autre compresseur en réserve. Un 1176 bord bleu, assez classique pour l'utilisation des voix, avec un release hyper rapide, une attaque à la base semi-lente mais qu'on peut adapter aux besoins, un ratio de 4, et aussi si le but est de ne pas complètement tuer vos voix mais de leur donner, de leur montrer qui est le patron, quoi. La succession de ces deux compresseurs, donc son compresseur là permet de contrôler le volume, de contrôler les différences de volume entre deux sections ou entre deux phrases du chanteur, tandis que ce compresseur-là, beaucoup plus rapide et beaucoup plus excité, gère plus la microdynamique et donc réduit le volume sur les syllabes très fortement prononcées où les plosives, etc. sont beaucoup plus contenues. Donc on a la succession de ces deux compresseurs donne une voix beaucoup plus présente, beaucoup plus lisse, beaucoup plus constante. Une EQ très transparente, qui me permet vraiment de sculpter la couleur de la voix. Alors ici, j'ajoute beaucoup d'aigus, je réduis beaucoup de côté téléphone de la voix. J'augmente un peu du bas médium et j'augmente un petit peu des basses. Mais encore une fois, ces points-là ils sont soumis à beaucoup de changements en fonction des besoins. Vous avez peut-être pu constater que j'ai tendance à mixer les voix assez fine, donc avec juste la quantité de basse qu'il faut. Et bien c'est parce que sur les mix que vous m'avez mixé, c'est des mix qui sont fort chargés au niveau instrumental, et donc voilà, souvent quand la voix n'entre pas dans le mix, c'est parce qu'il y a une espèce de conflit dans le bas médium et dans les basses entre la voix et l'instrumental en fait. Donc finalement celui des deux qui a le plus de basse en relation de leur balance, va toujours vouloir se mettre devant, et comme sur une voix ça peut changer fortement, et bien on a toujours cette espèce d'impression que la voix recule puis avance, puis recule, puis avance. C'est pour ça que dans les mix chargés, il est toujours de bonne aloi de mixer les voix un peu plus criardes et un peu plus brillantes quand elles sont en solo, plutôt que naturelles. Ça permet vraiment de se glisser au-dessus du mix sans le moindre effort. Un enhancer pour les mêmes raisons que précité, un DSer qui fait son boulot de DSage, un compresseur type LA2A que je préfère d'ailleurs, je sais pas pourquoi, peut-être le côté du fait que c'est propre à Reaper, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il fonctionne mieux que celui que tout le monde connaît. Voilà. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais je préfère celui-ci à celui-ci. Je trouve que l'original UAD a trop de couleurs finalement. On dirait presque une version presque exagérée de lui-même, si je peux m'exprimer ainsi. Donc je préfère ce module-ci, qui a en plus la possibilité de nous proposer 4 colorations de son différentes. Et donc j'utilise celui-ci, je ne l'utilise pas en réalité, il est là en réserve au cas où j'ai besoin, si celui-ci ne me donne pas satisfaction. Et aussi que je viens ajouter récemment un sous sur les bus indirects des voix au cas où j'en aurais besoin. Et tous les bus des voix ici présents sont composés exactement des mêmes choses, donc je ne vais pas les passer en revue. Voilà pour ce qui est du track template. Donc à vous maintenant de pouvoir construire le vôtre. Comme dit précédemment, ne vous attardez pas sur les outils ni sur les presets, mais faites-le en fonction de vos goûts, de vos besoins, de vos habitudes de travail. Merci pour votre attention, à la prochaine, ciao.